Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour Nicolas Bétou. Votre successeur à Bercy, Bruno Le Maire, a annoncé hier que le déficit de la France serait de 2,6% cette année et que probablement les choses seraient plus compliquées en 2019. Vous êtes à la Commission européenne en charge des affaires économiques, financières, de la fiscalité. Est-ce qu'il faut remettre la France, non pas sous surveillance, parce que c'est un mot qui a un sens particulier, mais est-ce qu'il faut la regarder d'un œil plus sévère ou plus critique ? Je n'ai pas toutes les informations sur le budget. Je vais commencer les concertations, les dialogues normaux avec les autorités françaises, le président de la République, le Premier ministre et bien sûr le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Il y a plusieurs manières de juger un budget. On peut le juger à travers son efficacité économique, à travers son impact redistributif, juger surtout les politiques publiques. Ouais. Mon rôle à moi, c'est la surveillance budgétaire. C'est de veiller à ce que les règles soient appliquées. Et ces règles ne sont pas des règles stupides. Elles ont une logique qui est la réduction de la dette publique. Et si vous voulez, pour simplifier, il y a deux aspects. Il y a un aspect nominal. Ouais. Il faut que le déficit reste en dessous de 3% du PIB. Un certain nombre de chiffres, dont les 3%, ces fameux 3%. Ce qui ont permis à la France de passer de ce qu'on appelle le bras correctif du pacte de stabilité et de croissance vers le bras préventif, donc de sortir de la procédure de déficit excessif. Commencer à sortir de la zone rouge. Le résultat de 10 ans d'efforts, de réduction de déficit inégaux, enfin, voilà, c'est une continuité. Et puis, il y a de l'autre côté les déficits structurels, ceux qui sont indépendants de la croissance et qui permettent de réduire la dette publique. Pourquoi ce petit préambule ? Parce qu'au fond... un peu technique, mais nécessaire, je crois. D'un côté, vous avez une réduction des déficits en dessous de 3% qui se poursuit en 2018. Et il faudra voir ce qui se passe. Plus lentement que prévu, mais qui se poursuit, en effet. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le déficit structurel que je ne connais pas, mais qui doit se réduire. Parce que montre, et quand vous parlez de ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, ce déficit structurel, même si vous ne le connaissez pas, vous supposez qu'il augmente ? Écoutez, on disait 2,3%. Et puis ensuite, il y a une dégradation de la conjoncture. La promesse du gouvernement, 2,3, et on arrive à 2,6. Qui arrive à 2,6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'avez pas de réduction du déficit structurel, vous n'avez pas non plus de réduction du déficit. Et donc ça veut dire que la conjoncture ne suffit pas et que le travail actuel ne suffit pas ? Le travail du gouvernement actuel ne suffit pas ? Encore une fois, je n'ai pas tous les chiffres. C'est ce que vous laissez supposer ? Non, c'est ce que je vais vérifier dans le dialogue constructif que j'aurai avec les autorités françaises, parce qu'elles savent très bien tout ça. Il y a la volonté de la France de rester dans les clous budgétaires, et je crois que c'est absolument indispensable, pas par je ne sais quel dogme, pas par je ne sais quel féticisme, mais simplement parce que ce qui est en jeu, c'est la dette publique. Et la dette publique, c'est l'avenir des Français. Et vous avez dit il y a quelques jours, si elle n'est pas dominée, la dette se vengera. Oui, parce que quand un pays est endetté, il s'affaiblit, et quand, à un moment donné, les taux d'intérêt recommencent à monter, et ça finira par arriver, le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette, augmente, et dans ce contexte-là, l'édredon prend trop de place dans la valise, et qu'est-ce qui trinque ? Ce sont les services publics essentiels. Au final, quand on a une dette publique trop élevée, on fait des économies indues sur l'éducation, sur la justice, sur la sécurité, et on n'offre pas une qualité de service public aux citoyens à la hauteur des efforts contributifs qu'il fait. Est-ce qu'aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas les chiffres dans le détail et que vous allez les voir avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron dans quelques jours, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui a été annoncé hier par Bruno Le Maire ? Je veux simplement donner un message très clair sur les règles. Il faut à la fois rester en dessous de 3%, et en 2018 et en 2019, c'est la condition pour que la France sorte de la procédure de l'alerte rouge, en quelque sorte, qui est quand même un peu stigmatisante et qui signifie qu'on n'est pas dans la crédibilité. Bon, ça, c'est un sujet, et je pense que le gouvernement y veille. Mais il faut aussi baisser les déficits structurels qui sont indépendants de la croissance. Vous donnez le sentiment que ça n'est pas fait. Parce que ce sont ceux-là qui font baisser la dette publique, et il faudra s'assurer que ce soit le cas. Et pour le coup, on sait déjà qu'en 2018, l'effort structurel est très faible, entre 0 et 0,1 point. Les règles disent qu'il faut faire 0,6 points. Assurément. Ça veut dire que la France ne fait pas assez le travail de réduction de sa dépense publique. C'est ce que vous dites. Vous ne voulez pas le dire de façon aussi nette, mais vous le dites de façon technique. Vous voulez me faire dire quelque chose que je ne sais pas. Je vais vous faire dire quelque chose de clair pour tous ceux qui essayent de suivre ces sujets budgétaires assez complexes. Ce qui est très clair, c'est que le déficit structurel doit continuer à se réduire. Et que pour que le déficit structurel se réduise, il faut que la dépense publique soit maîtrisée. Pour qu'elle soit maîtrisée, il faut aussi qu'elle le soit de manière intelligente et socialement juste, c'est-à-dire éviter le rabot et procéder à des économies qui soient, encore une fois, à la fois efficaces et justes. On sent derrière vos propos quand même une critique assez nette de la politique budgétaire de la France. Je m'y refuse. Un œil en tout cas
sévère. Non, j'ai l'œil objectif du responsable à la Commission européenne du dialogue avec la France. Parce que vous ne pouvez pas faire de politique, mais je ne cherche pas à faire de la politique. Mais je ne fais pas de politique, c'est pas ça. C'est que pour l'heure, ce dont je dispose, c'est d'une interview du Premier ministre, très intéressante et importante, et des propos de Bruno Le Maire qui ont été révélés hier. Vous comprenez bien que c'est entre ces balises-là qu'on va chercher une voie dans la divulgation et dans l'information du PLF lui-même pour parvenir à trouver un chemin. Et ce chemin, on doit le trouver. On doit le trouver pour la France et pour l'Europe. Il y a un risque clair, assez évident, que la France dépasse les 3% de déficit l'an prochain. Est-ce que ce serait grave? Est-ce que la Commission européenne se mobiliserait alors? Le Premier ministre a dit que la France serait en dessous de 3% en 2019. Pour moi, la parole du Premier ministre est une parole importante. Et nous allons, encore une fois, mener ce dialogue avec le souci que ce soit le cas. Mais il y a, je le répète, deux balises. Il y a la balise du nominal. Repasser en dessous de 3%, évidemment, au-dessus de 3%, ce serait tout à fait négatif. Et je pense que la France voudra à toute force l'éviter. Et il faudra le garantir. Mais il y a aussi les défis structurels qui doivent baisser. Le travail de fond. Angela Merkel, pour sa part, elle signe des budgets qui sont en excédent les années les unes après les autres. Elle est en train, semble-t-il, de lancer une offensive pour voir si l'Allemagne ne peut pas prendre la tête de la Commission à la fin au printemps prochain. Il y aura des élections européennes et puis tout ça débouchera sur une nouvelle Commission européenne. Deux questions. Est-ce que vous serez candidat pour rester à la Commission européenne? Je ne le sais pas encore. Franchement, ce n'est pas une question que je me pose aujourd'hui. J'ai 14 mois devant moi. Ce à quoi je suis candidat, c'est à faire mon mandat jusqu'au bout et à le faire bien. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris dans une vie politique maintenant assez longue, c'est qu'on ne peut penser à l'avenir que si on a un bilan. Si on a bien coché les cases, comme on dit. Qu'on puisse poursuivre. Bon. Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'Allemagne peut prétendre présider la Commission européenne? Est-ce que ce serait quelque chose d'acceptable que le pays le plus puissant préside la Commission européenne? Ça n'est nullement illégitime. Dans l'histoire de la Commission européenne, la France l'a présidée à plusieurs reprises. Il y a eu notamment, bien sûr, les 10 ans de présidence de Jacques Delors, alors que l'Allemagne ne l'a présidée qu'une fois. Je crois que c'était le premier. C'était M. Walter Einstein qui était le président de la Commission européenne. Donc il n'y a pas d'illégitimité allemande à présider la Commission européenne, pas davantage qu'il n'y aurait une illégitimité française. Mais on parle de politique. Je pense même que 20 ans après, il ne serait pas illégitime qu'un président français, à la tête de la Commission, incarne aussi cette institution. Mais c'est la politique. Parce que ce n'est pas seulement un Allemand. Dans son esprit, c'est un Allemand de son parti, la CDU ou la CSU, du PPE. Et derrière ça, on voit l'enjeu des élections européennes. Il y a au fond deux enjeux. Le premier enjeu, c'est on ou off, stop ou encore. Il y a le défi populiste. Est-ce qu'on considère qu'on a besoin d'Europe dans le monde de Poutine, de Trump, de Xi Jinping, d'une Europe humaniste, d'une Europe qui a des valeurs, d'une Europe qui répond aux défis? Pour vous et pour beaucoup de gens en France, dont la majorité actuelle, dont une partie de l'opposition, la réponse est oui. La réponse est oui. Et de ce point de vue-là, quand Richard Ferrand, le président du groupe parlementaire LREM, dit on a le choix entre l'Europe de Macron et l'Europe de Kurz et d'Orban, écoutez, sur le terrain, je dis que sur le terrain européen, ce choix-là est un choix pour moi évident. Oui. Je suis du côté de Macron et des pro-européens contre les populistes. Mais il y a un deuxième choix, qui n'est pas seulement stop ou encore, mais qui est quelle Europe voulons-nous? Et cette Europe-là, c'est la question économique, c'est la question démocratique, c'est la question sociale, c'est la question écologique. Et là-dessus, les pro-européens ne pensent pas tous de la même manière. Et donc on ne peut pas réduire les pro et les anti-européens à deux groupes uniformes. Il y aura deux questions. Un, est-ce qu'on continue et est-ce qu'on fait plus d'Europe ou est-ce qu'on se laisse aller au nationalisme? Et deux, quel type d'Europe voulons-nous? Quel chemin européen? Et de ce point de vue-là, les chrétiens démocrates ou les conservateurs, les centristes ou les sociodémocrates, ça n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, observez que Mme Merkel reste quand même du même parti que M. Kurz ou M. Orban, que Pedro Sanchez est un social-démocrate ou Antonio Costa, que Alexis Tsipras, qui est aussi une figure, l'Espagne, la Grèce, tous ces pays-là, donc si vous voulez, il y aura quand même deux dimensions. Il y a la dimension pro ou anti-européen, et de ce point de vue-là, il y a deux camps. Mais à l'intérieur des camps, il y a plus que des nuances. Plus que des nuances, il y a un choix démocratique à faire. Votre parti politique n'a toujours pas choisi sa tête de liste et on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitations. Vous savez qui devrait conduire la liste PS? Je dirais qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'abord un pro-européen. Oui, ça va de soi, pardon, mais... Non, ça va de soi. Non, pour un parti qui est européen, il vaut mieux... Le Parti socialiste est un parti qui a un ADN européen, qui a une histoire européenne. Il ne faut pas qu'il l'oublie et qu'il succombe à je ne sais quel eurocriticisme exagéré
gérer. Il y a des choses à dire sur l'Europe. Tout n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas un eurobéat, mais il faut quand même épouser l'Europe de Delors et de Mitterrand et poursuivre cette grande ambition européenne. Donc, je pense qu'il faut que ce soit un homme ou une femme qui a l'Europe chevillée au corps En tout et cas, qui ce est ne sera capable. pas vous si vous voulez aller jusqu'à la fin de votre mandat de commissaire européen. Par définition, c'est compliqué. Donc, ce ne sera pas vous. Nous verrons. Encore une fois, mon avenir n'est pas dans la balance. Je n'ai pas aujourd'hui cette préoccupation. En rentrant, ce que je vois, c'est qu'il y a le Brexit, c'est qu'il y a la question migratoire d'une importance fondamentale, c'est que nous avons des questions de finances publiques, vous parlez de la France, mais aussi l'Italie. Et il y a la taxe sur le numérique que je souhaite voir aboutir. Donc je ne suis pas en train de penser à moi-même, je pense à l'Europe qui est quand même dans une passe difficile. On vit une période tragique de l'histoire. Et il reste beaucoup de l'histoire européenne. de travail à faire. À Bruxelles ou à Paris. Merci Pierre Poisson. Merci à vous.